Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Le régime chinois est-il en train de franchir un pas de plus vers l'autoritarisme alors que se tient depuis ce week-end le 20e congrès du Parti communiste chinois? Xi Jinping s'apprête à voir son mandat reconduit pour la 3e fois, ce que lui permet la Constitution puisque celle-ci a été modifiée fort heureusement en sa faveur en 2018. Assiste-t-on à l'avènement d'un chef de plus en plus puissant pour décrypter ce qui est en train de se dérouler en Chine sur le plan politique? Nous sommes en compagnie d'Alice Ekman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste responsable de l'Asie à l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne. Vous avez publié Dernier vol pour Pékin, un essai sur la dissociation des mondes. C'est aux éditions de l'Observatoire. Il faut tout d'abord que l'on se penche sur ce discours de Xi Jinping, un discours qui en dit beaucoup sur ses intentions, Alice Ekman. Oui, il en dit beaucoup, ce discours, comme beaucoup de discours fleuves prononcés par Xi Jinping depuis son accession au pouvoir. Il souligne tout d'abord la consolidation du parti, l'importance de consolider l'omniprésence du parti à tous les échelons de la société, mais aussi de renforcer la supervision et ce que le jargon du parti appelle l'autogouvernance et aussi l'autosurveillance. Donc on a aujourd'hui vraiment un président chinois et un secrétaire général du parti qui souhaite consolider encore davantage cette institution qui quand même compte 96 millions de membres, qui a recruté plus de 2 millions de nouveaux membres par an en moyenne chaque année ces dernières années, y compris durant le Covid. Et l'autodiscipline au sein du parti se caractérise très concrètement par le prolongement de ce qui est appelé la lutte anticorruption sous la CCDI, la CCDI, c'est-à-dire la Commission de la discipline et l'inspection. Pour aller au-delà des acronymes, c'est une institution qui fait peur parce qu'elle met sous enquête à la fois des cadres du parti, mais aussi des fonctionnaires à tous les échelons. Et jusqu'à présent, elle a ciblé 4,6 millions de personnes. En tout cas, 4,6 millions de personnes en Chine ont été mises sous enquête dans le cadre de cette commission. Donc tout cela pour dire que la campagne de cadrage et de recadrage des cadres et des membres du parti va se poursuivre. Très certainement, mais aussi ce discours est très intéressant parce qu'il indique le prolongement de l'approche dite zéro Covid. En tout cas, on note aucun signe de remise en question ou d'ajustement de cette politique. C'est-à-dire que même si cela mène à des conséquences économiques importantes, pas uniquement pour la ville de Shanghai qui avait été confinée de manière très stricte pendant 2 mois en avril-mai, mais au-delà pour le pays, cette politique va être maintenue quel que soit le coût économique à venir. Comment le comprendre, Alice Ekman? Parce que, bon, on n'attendait pas de Xi Jinping une autocritique sur un élément aussi important, mais il n'en reste pas moins qu'on a vu des scènes très violentes au sujet donc de l'application de cette politique zéro Covid. Elle semble de plus en plus disproportionnée, notamment par rapport à ce qui se passe en Occident. Pourquoi la Chine a-t-elle fait ce choix et pourquoi le maintient-elle ? C'est vraiment difficile à dire, pour être honnête. Il faut bien comprendre que la gestion du Covid fait partie aussi d'une opposition à l'Occident. Enfin, ça s'insère dans le cadre d'une opposition à l'Occident. C'est-à-dire que la propagande chinoise ne cesse de dire que la Chine gère mieux que les États-Unis, que l'Europe, à coup de tableaux comparatifs du nombre de morts, nombre qui est difficile à chiffres, qui sont difficiles à contrôler et à surveiller. Mais au-delà de cette approche, il y a vraiment une détermination pour Xi Jinping d'incarner la lutte contre le virus. C'est sa lutte. Et donc remettre en question les orientations prises, c'est aussi remettre en question les choix pris au plus haut niveau. Et ça, il n'en est pas question aujourd'hui. Donc on est aujourd'hui dans une poursuite d'une politique. Et puis encore une fois, vu du parti, il semblerait, et c'est un point important, que le développement économique est bien sûr important, mais n'est plus la première des priorités. La première des priorités, c'est la stabilité politique. Et en ce sens, certaines mesures peuvent, coûter cher, mais elles peuvent être maintenues pour différents objectifs qui sont différents des objectifs économiques au sens strict. Sur le plan politique, donc, on l'a dit, c'est le congrès du Parti communiste chinois, 2296 délégués qui sont réunis. Leur rôle, c'est de donner un 3e mandat à Xi Jinping. Il n'y a pas de suspense à cet égard. Est-ce qu'ils ont d'autres rôles ?
Ce week-end, on va avoir le nom des nouveaux membres du comité permanent du bureau politique du PCC, c'est-à-dire que c'est composé de 7 membres, le comité permanent et le bureau politique lui-même de 25 membres. On attend au moins, selon tout, on peut s'attendre à des surprises, mais le plus probable, c'est qu'au moins 4 membres soient renouvelés sur ces 7. Donc c'est quand même important d'avoir les noms. Mais jusqu'à présent, les indications que l'on a, c'est que au moins 2 personnes actuellement membres de ce comité permanent, en complément de Xi Jinping, vont rester au pouvoir, notamment Wang Huning, qui est l'idéologue, finalement un conseiller très influent de Xi Jinping, qui est un idéologue marxiste, lui-même fils de cadre révolutionnaire issu de Shanghai et ayant étudié sous la direction d'un professeur spécialiste du marxisme. Et pourquoi je souligne cela au-delà de l'analyse très précise de ceux qui regardent spécifiquement la Chine? Pourquoi je souligne cela? C'est parce qu'il faut s'attendre à une prolongation de ce renouveau idéologique que l'on note depuis 10 ans en Chine et qui n'est pas que de façade. Mais justement, il faut que vous nous l'expliquiez. Pardon, oui. Je vous ai coupé, Alice Ekman. Il faut que vous nous l'expliquiez parce que, a priori, lorsqu'on la regarde de l'Occident, la Chine n'a plus grand-chose de marxiste. C'est un pays capitaliste où la vie est difficile pour un grand nombre de personnes. Qu'est-ce qui reste encore comme fidélité à, je ne sais pas, une doctrine marxiste? Il faut bien comprendre que la reprise en main commence. Et donc le recadrage de l'économie par le parti est un processus qui va se prolonger. On n'est que à la première étape de ce recadrage. Comme vous le savez, le secteur du divertissement, des nouvelles technologies, mais aussi l'éducation privée a été recadré par le parti. Et cela va se prolonger parce que Xi Jinping parle d'une nouvelle philosophie du développement d'influence marxiste. Je sais que c'est difficile à matérialiser aujourd'hui, mais demain, ça le sera moins parce que Xi Jinping parle de recadrer l'hédonisme, le culte de l'argent, l'égocentrisme, et à terme, cela ne m'étonnerait pas du tout qu'il finalement tente d'imposer des mesures pour modifier ce qu'il appelle la société de consommation ostentatoire, en fait. Et donc aujourd'hui, oui, la Chine apparaît encore comme une société, en tout cas, qui a adopté des éléments du capitalisme, mais le poids de l'État dans l'économie demeure très très fort. Et à terme, il n'est pas impossible qu'à la fois Xi Jinping recadre les pratiques de consommation, mais aussi appelle davantage à consommer chinois dans un contexte de sanctions et contre-sanctions vis-à-vis des États-Unis. Donc, il faut bien penser que d'un point de vue du du parti, de Xi Jinping, mais de Wang Huning aussi et d'autres conseillers, la Chine aujourd'hui doit revenir dans la juste voie du socialisme et tendre vers l'idéal communiste. C'est-à-dire que pendant trop longtemps, selon eux, la Chine aurait emprunté des éléments capitalistes et que maintenant que la Chine a consolidé son statut de deuxième puissance économique mondiale, il ne faut pas rigoler, il est temps de rentrer dans le droit chemin. Et cela va se caractériser aussi dans une autre approche du monde, une autre vision du monde. D'ailleurs, dans son discours, Xi Jinping parle d'une vision marxiste du monde où la Chine devrait faire le bien de l'humanité et défendre un modèle de gouvernance, il le dit en substance, qui serait finalement meilleur que celui défendu par le monde capitaliste. Donc on est bien là dans une opposition qui n'est davantage une opposition en termes de compétition d'influence, mais une opposition conceptuelle et, j'ose le dire, idéologique. Alors il faut dire malgré tout que le bilan de Xi Jinping, lorsqu'on le regarde sur le plan économique et social, il a par exemple largement contribué à réduire la très grande pauvreté en Chine. Ça ne veut pas dire les inégalités, mais lorsque je regardais ces chiffres dans le dossier qu'a consacré The Economist, c'était clair, Alice Ekman. Tout dépend de quel chiffre on parle. Assurément, la croissance chinoise est restée forte au début du mandat de Xi Jinping. Si on reprend un peu la chronologie de la croissance chinoise pour remettre en contexte, mais vous savez, de 2000 à 2007, il y a eu une très forte croissance, à plus de 2 chiffres, souvent au-dessus de 10%. Ensuite, la Chine a assez bien résisté à la crise économique et financière de 2007-2008, assez bien parce qu'il y a eu aussi des conséquences en termes de chômage, notamment au sein de la population migrante dans les usines du sud du pays. Et puis, on note une baisse progressive de la croissance depuis 2012,
qui passe en dessous de 6%. Mais c'est vrai qu'au début du mandat de Xi Jinping, la croissance restait supérieure à 5%. Donc ce n'est pas rien. Ceci dit, ces dernières années, notamment sous l'effet du Covid, mais aussi de la crise immobilière, avec notamment la faillite d'Evergrande, on note réellement une détérioration de la situation économique en Chine. Et c'est un constat qui est partagé par des acteurs économiques chinois à demi-mot, mais aussi par un nombre croissant d'entreprises étrangères qui s'inquiètent réellement, qui se posent réellement des questions quant à l'avenir du marché chinois, qui reste attractif en termes de marché. Mais globalement, l'effet stop and go du Covid, c'est-à-dire on ne sait pas quelle est la visibilité sur le niveau d'ouverture ou de fermeture, ne serait-ce des magasins, mais plus généralement du marché, pose un certain nombre de problèmes aux investisseurs étrangers et certains commencent à se retirer du marché chinois aujourd'hui. Mais oui, parce que d'un côté, on a une diminution de la grande pauvreté, de l'autre, c'est probablement le pays où il y a le plus de magasins de luxe au monde, de voitures de luxe dont certaines sont produites, y compris des voitures allemandes sous licence, en Chine. Est-ce que c'est cela que Xi Jinping voudrait changer ? Xi Jinping veut mettre fin à la consommation ostentatoire. Déjà, il a recadré de manière extrêmement stricte les Parce qu'elle est liée à la corruption au sein du parti. Pas uniquement. En partie, oui, mais aussi parce que ça ne correspond pas à sa philosophie du développement d'inspiration marxiste, celle qui le dit. C'est-à-dire qu'il faut bien se rappeler que depuis le début de son mandat, il a recadré les pratiques de consommation en général au sein des cadres du parti. C'est pas uniquement la fin des voitures de fonction, des notes de frais, etc. C'est ne plus porter des bondes de luxe, on ne va plus rentrer dans les anecdotes, mais il y a des règles très strictes, même en termes de frais de bouche. Enfin bon, on va pas rentrer dans les détails, mais je pense qu'il va étendre ces mesures à la population plus largement, et c'est un point important parce que on est réellement aujourd'hui dans une étape de continuité par rapport aux 10 années précédentes, mais les mesures qui ont été prises vont s'étendre à d'autres secteurs économiques et à d'autres parties de la population au-delà des cadres du parti. Et comme vous l'avez souligné, il reste des très fortes inégalités de développement sur le territoire chinois, et d'ailleurs Xi Jinping lui-même en a pris acte dans son rapport d'ouverture de congrès. Certes, il y a une réduction partielle de la pauvreté, mais les inégalités d'une province à l'autre sont très fortes, mais les inégalités au sein du monde, entre le monde urbain et rural sont très fortes également, même si au cours des 10 dernières années, l'urbanisation a continué à progresser avec plus de 64% de la population qui vit actuellement dans les villes en Chine. D'où vient la mainmise de Xi Jinping sur le pouvoir chinois, Alice Ekman ? Pourquoi le parti laisse cet homme ? Donc, il va avoir un 3e mandat. On dit qu'il est puissant, qu'il est peut-être même plus puissant que Mao. Pourquoi laisser tant d'espace politique à cet homme, un pouvoir absolu ? Ce pouvoir, déjà, c'est lui qui l'a instauré. Je ne pense pas qu'il soit manipulé par des conseillers de l'ombre. Il y a des conseillers influents, mais il est très ambitieux pour le pays et pour lui-même. Il appelle à la confiance en soi. La Chine doit avoir confiance en son propre système, sa propre voie de développement, sa propre culture notamment, mais il a aussi confiance en sa propre capacité à restaurer le poids du parti pour mieux contribuer à ce qu'il appelle le renouveau de la nation chinoise. Cela paraît assez évident parce que de manière générale, sa reprise en main du parti et de l'État au début de son mandat a surpris beaucoup au sein du parti, y compris. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il a institutionnalisé la peur au sein du parti à un niveau tel que le ressentiment ne s'exprime pas au grand jour. Il existe assurément, mais on ne l'entend pas, si ce n'est certains cadres du parti en exil, notamment. Ça veut dire qu'il n'a plus du tout d'opposition. Je ne parle pas d'une opposition ouverte comme on pourrait le trouver dans une démocratie, mais d'une opposition. On sait par exemple qu'il y avait une opposition entre Xi Jinping et Bao Xilai, qui est aujourd'hui en prison, je crois. Bao Xilai, oui. C'était probablement la plus grande adversité qui pouvait s'opposer au pouvoir de Xi Jinping. Il n'y a plus rien de tel aujourd'hui, Alice Ekman ? C'est-à-dire que les purges continuent. Des hauts cadres du parti continuent à être arrêtés, notamment dans les semaines précédant le congrès. Et dans ce contexte-là, Xi Jinping, depuis 10 ans, a renforcé ce qu'il appelle la surveillance mutuelle à tout niveau de la société, mais aussi la surveillance technologique.
certainement qu'il y a encore une fois un ressentiment vis-à-vis de Xi Jinping, et notamment au sein du parti, mais on note difficilement des signes d'expression de ce ressentiment dans un contexte de peur généralisée. Et je souligne cette peur parce que c'est à la fois la peur d'être mis sous enquête par la fameuse commission de la discipline et l'inspection dont on parlait au début. C'est quand même 4,6 millions de personnes élus jusqu'à présent. Mais c'est aussi la peur de ne pas transmettre au gouvernement central les chiffres attendus. C'est-à-dire qu'il y a une incitation à la performance au sein du parti aujourd'hui qui amène parfois à des déclarations, des surdéclarations quant aux bons résultats dans sa province. Et cela peut aussi amener à une perte de visibilité, de lisibilité des réformes mises en place. Et c'est d'ailleurs ce fait que commente le New York Times en une aujourd'hui, tout simplement parce que les chiffres de l'économie chinoise n'ont pas été publiés. Il y a donc du retard dans cette publication, un retard qui est largement commenté. Alice Ekman, pourquoi, selon vous, ces chiffres sont-ils conservés sous le boisseau ? Probablement parce que le Congrès est en place et que les chiffres ne sont pas aussi bons qu'espérés. Ça, c'est même... Et ça, généralement, voilà. ça ne dérange pas tellement ces pays-là. En Russie, en Chine, on sait faire avec les statistiques lorsque celles-ci ne conviennent pas absolument. Enfin, là, on est quand même dans une semaine très, très importante pour la Chine et donc la communication est extrêmement cadrée, beaucoup plus qu'à l'habitude. Donc, assurément, il y a des signes de ralentissement de la croissance qui vont se répercuter sur les chiffres. Et il y a aussi un ressenti de ce ralentissement de la croissance. On parlait tout à l'heure des entreprises, mais au sein d'une partie de la population. Ceci dit, moi, je n'irai pas trop vite en conclusion à dire que la légitimité du parti dépend uniquement de la croissance économique. Il existe d'autres sources de légitimité du parti aujourd'hui. Par exemple, tenir tête aux États-Unis, faire face aux forces occidentales hostiles. Cela, ce sont aussi des sources de légitimité au sein de la population chinoise, notamment alimentées par une propagande très anti-occidentale ces dernières années. Dernière question, mais c'est une question essentielle. Xi Jinping est bien entendu un dictateur. Est-il malgré tout populaire, Alice Ekman ? Très difficile de répondre à cette question dans le sens où on n'a pas de sondage ouvert et vérifiable aujourd'hui en Chine, même si la Chine conduit beaucoup de sondages, le Parti communiste chinois conduit beaucoup de sondages pour sa propre information. Certains éléments assurément certains éléments certaines décisions qu'il a mis en place ont été appréciées par la population chinoise. Par exemple, la campagne anticorruption qui a suscité un ressentiment au sein du parti a été appréciée en zone rurale. En tout cas, on voyait beaucoup de commentaires indiquant qu'enfin la débauche et les pratiques inacceptables de certains cadres du parti maintenant allait disparaître et qu'il fallait avoir un parti plus égalitaire, plus pur, etc. Donc on a vu des commentaires soutenant Xi Jinping et on voit aussi des commentaires aujourd'hui soutenant Xi Jinping dans sa politique internationale. Alice Ekman, dernier vol pour Pékin, votre livre publié aux éditions de l'Observatoire. On se retrouve dans quelques instants. On sera en compagnie de Sylvie Bermann, qui est ancienne ambassadrice de France en Chine. Elle publie Madame l'ambassadeur aux éditions Talendier. Et on évoquera cette fois-ci ce que la Chine entend faire pour peser dans le monde, pour peser notamment par rapport aux États-Unis. 8h sur France Culture. 7h, 9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. 8h22, alors que se tient depuis ce week-end le 20e congrès du Parti communiste chinois, Xi Jinping s'apprête à voir son mandat reconduit pour la 3e fois, ce que lui permet la Constitution, puisqu'il l'a heureusement modifiée en sa faveur en 2018. On assiste donc à l'avènement d'un chef de plus en plus puissant, avec une politique extérieure de plus en plus offensive. C'est de cela dont nous allons parler. Nous sommes en compagnie d'Alice Ekman. Vous êtes analyste responsable de l'Asie à l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne et vous allez publier le 16 novembre prochain, Dernier vol pour Pékin, un essai sur la dissociation des mondes aux éditions de l'Observatoire. Et puis nous sommes en compagnie de Sylvie Bermann. Bonjour. Bonjour. Vous êtes diplomate, ancienne ambassadrice de France en Chine. On vous doit Madame l'ambassadeur de Pékin à Moscou, une vie de diplomate aux éditions Talendier. On va revenir là-dessus parce que vous racontez comment vous avez été étudiante
en Chine, à une époque où le pays était encore largement fermé, comment vous êtes revenue en tant qu'ambassadrice. Mais j'aimerais tout d'abord vous faire réagir, Sylvie Bermann, sur la politique extérieure de la Chine, affirmée, semble-t-il, avec de plus en plus de craintes extérieures. C'est la une du New York Times, c'est aussi celle du Point, le Point qui évoque une alerte à Taïwan avec une chronique dit Le Point d'une invasion annoncée. Qu'en pensez-vous, Sylvie Bermann ? Alors c'est vrai que la politique étrangère chinoise est de plus en plus assertive, pour ne pas dire dans certains cas agressive, même si la ligne reste toujours d'une montée en puissance de la Chine pacifique. Pour autant, je ne pense pas qu'il y ait d'invasion imminente à Taïwan. D'abord, il y a un contexte particulier qui est celui de la guerre d'agression russe en Ukraine et qui ne se déroule pas d'ailleurs comme prévu par Vladimir Poutine. Donc de toute façon, les Chinois étudieraient en détail à la fois le déroulement, la réaction des pays occidentaux, des États-Unis en particulier, et puis le résultat final qui personne ne peut dire à ce stade ce qu'il sera. Et par ailleurs, les Chinois ne sont pas des joueurs d'échecs, ils sont plutôt des joueurs de Go, donc ils peuvent procéder de manière différente des Russes. C'est-à-dire ? Eh bien, si vous poursuivez la métaphore. Non, mais l'idée au départ, je veux dire, jusqu'à l'élection de Tsai Ing-wen, qui était indépendantiste, en réalité, les relations entre les deux rives étaient très, très étroites. Et l'idée était de poursuivre cela, et il parlait d'un État de système, mais accordant en réalité à Taïwan beaucoup plus que ce qu'avait Hong Kong à l'époque, c'est-à-dire une politique étrangère, et en réalité une situation pratiquement inchangée, sauf formellement. Bon, aujourd'hui, évidemment, c'est différent dans la mesure où il y a eu cette loi sur la sécurité à Hong Kong et une intervention, donc effectivement, plus aucun Taïwanais n'a confiance, mais il y a aussi d'autres manières, avec un blocus, sans le dire. Mais cela dit, Xi Jinping dit que c'est sa mission historique. Il est encore au pouvoir, on ne sait pas pour combien de temps, pour 5 ans, 10 ans, on ne sait pas. Il n'y a pas de limite pour le moment. Mais je pense qu'ils éviteront de commettre la même erreur que Poutine. Alors, justement, pour évoquer Vladimir Poutine, parce que vous avez également été ambassadrice à Moscou, Sylvie Bermann, on a cru comprendre qu'il y avait des critiques adressées par la Chine à Moscou. A-t-on bien entendu ? Alors, je crois que il faut pas surinterpréter non plus, parce que la Chine et la Russie ont le même ennemi, qui est les États-Unis. Et les Chinois savent très bien que si la guerre se termine, les États-Unis vont se tourner vers eux. Donc l'intérêt est de maintenir ce lien pour avoir des soutiens aux Nations Unies. Ça reste de membre permanent du Conseil de sécurité. Alors certes, la Chine a fait état de ses préoccupations, ce qui a été relevé à Samarcande, y compris par Vladimir Poutine. Je pense que la Chine est très embarrassée par cette guerre, parce que ça ne va pas non plus dans le sens de ses intérêts. Elle souhaite continuer à exporter vers les pays occidentaux. Mais il ne faut pas non plus surinterpréter cela, parce que s'il y a un choix à faire, et d'ailleurs on le voit, la Chine ne vote jamais contre la Russie, elle s'abstient, y compris au Conseil de sécurité. On a d'ailleurs en une du New York Times, c'est assez frappant, Alice Ekman, un éditorial de Bret Stephens qui dit « Thank you, Président Xi Jinping ». Merci, Président Xi Jinping. Je m'empresse d'ajouter que c'est évidemment une formule ironique pour expliquer que Xi Jinping, par son autoritarisme et par la manière dont celui-ci mène sa politique extérieure, a renforcé d'une part la foi dans le monde libre et d'autre part a redonné aux États-Unis une politique extérieure véritable. Qu'est-ce que vous en pensez, Alice Ekman ? Moi, je pense tout d'abord qu'on peut savoir jouer au jeu de Go et aux échecs en même temps. Et
on peut avoir appris à bien jouer à un jeu de Go et passer aux échecs en fonction du contexte international. Ce que je veux dire, c'est que vis-à-vis de Taïwan, il faut pas mettre de côté toutes les options. Xi Jinping n'a pas mentionné explicitement, n'a pas fait le détail des options considérées, bien sûr, dans son rapport en ouverture du Congrès, mais l'option militaire reste sur la table, même si, en effet, Xi Jinping a d'autres outils à sa disposition, les sanctions économiques, les investissements à l'inverse économique, éventuellement l'outil du droit, l'outil des cyberattaques et de la désinformation, etc. On va pas revenir sur la longue liste, mais le programme est chargé parce que, comme vous le savez, 2024, c'est une année importante d'élection présidentielle aux États-Unis, mais aussi à Taïwan. Et plus que jamais, Taïwan a un point de cristallisation des tensions sino-américaines très importante. Et dans son rapport au Congrès, Xi Jinping a explicitement fait référence aux provocations américaine. Sur Chine-Russie, réellement, la Chine aujourd'hui augmente fortement ses importations d'hydrocarbures en provenance de Russie et commence à alimenter la Russie en composants électroniques dans un contexte de tension non seulement commerciale, énergétique, sanctions, mais aussi technologiques. Donc, il faut interpréter... En effet, les deux pays ne sont pas tout le temps sur la même longueur d'onde, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire, dans le sens où l'ennemi commun, c'est les États-Unis, plus que les États-Unis, c'est l'Occident, les États-Unis et leurs alliés. Et Chine et Russie partagent une opposition commune vis-à-vis de l'OTAN, vis-à-vis de AUKUS, l'accord entre la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Australie. Ils partagent aussi un ressentiment vis-à-vis de ce qu'ils considèrent être la stratégie indo-pacifique illégitime et vouée à l'échec. Enfin, on voit vraiment une convergence stratégique forte et on se développe actuellement une stratégie de coalition de la Chine qui vise à essayer de fédérer un maximum de pays autour de ses positions aux Nations Unies. Et on a vu récemment, par exemple, qu'elle a réussi à fédérer un nombre assez important de pays pour qu'un débat sur le Xinjiang ne se tienne pas au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Mais alors, ce qui est étonnant, Sylvie Berman, c'est malgré tout de voir que cette politique, la Chine le mène parfois au détriment de ses intérêts, toujours dans les unes de la presse, puisqu'il est largement question de la Chine en ce moment. Alors cette fois-ci, à la une du Financial Times, il est question de Hong Kong. C'est un territoire qui souffre beaucoup du désintérêt, de la désertion des investisseurs étrangers, et ce territoire cherche à les attirer à nouveau, mais ça ne semble pas être une priorité véritablement du pouvoir chinois. Non, ce n'est pas la priorité de Xi Jinping aujourd'hui, qui était une priorité beaucoup plus idéologique. J'avais été marquée au moment de la visite de François Hollande en Chine. Il avait eu un dîner privé avec Xi Jinping. Et Xi Jinping avait dit que son inquiétude était la réaction de la population et des jeunes par rapport au Parti communiste, qui pour lui est identique au destin de la Chine. Et il disait, la première partie, la légitimité du parti à l'époque de Mao, c'était l'unité du pays. À l'époque de Deng Xiaoping, c'était la croissance. Et aujourd'hui, il faut chercher quelque chose. Et sa réponse est idéologique. Et effectivement, pour nous, ça paraît contradictoire dans la mesure où la grande force de la Chine, et y compris sa réputation dans le monde, c'est cette réussite géoéconomique, avant d'être même géopolitique. Et finalement, avec l'intervention à Hong Kong, effectivement, on dissuade les investisseurs étrangers. La place financière se déplace en partie vers Singapour. Et sur le plan économique aussi, on constate que les effets de cette politique zéro Covid absolue affectent considérablement l'économie. Mais c'est pas grave, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Enfin, en tout cas, dans l'esprit de Xi Jinping, effectivement. Pour autant, encore une fois, il ne renonce pas à une politique économique tournée vers les autres pays, même si on parle de double circulation, c'est-à-dire, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs, fin des dépendances économiques, mais en même temps, on continue à exporter au maximum. Mais c'est quand même très étonnant, parce que vous rappelez dans votre livre, et c'est assez saisissant, il se trouve que vous avez été étudiante dans la Chine maoïste. Vous êtes arrivée en Chine en septembre 1976, Sylvie Berman, et à cette époque, le pays était dans un état, je dirais, disons que le développement se faisait encore attendre. Et il y avait un certain nombre d'infrastructures. Vous racontez un quotidien
où la sobriété prédominait. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, ce qui veut dire que le développement de la Chine a été extrêmement rapide, que le Parti communiste chinois a été un formidable instrument pour développer un pays et tirer une population hors de la pauvreté. Là aussi, dans les différents dossiers qui ont été consacrés à la Chine récemment, The Economist saluait le fait que le nombre de Chinois vivant sous le seuil de pauvreté était aujourd'hui très bas. Oui, je l'ai constaté. Moi, j'ai connu donc cette Chine qui était extrêmement misérable et personne ne pensait qu'elle pourrait s'en relever même un jour. C'était une Chine où régnait, bon, effectivement, la peur, les maladies aussi. Il y avait un manque d'hygiène total et puis il n'y avait pas de ville quasiment. Les villes étaient des vastes campagnes, y compris Pékin. Et ce développement a été exponentiel pendant des années et a été la priorité de tous les gouvernements. Alors, la pauvreté, l'ONU le reconnaît. Il y a 800 millions de Chinois qui sont sortis de la pauvreté. Et c'est vrai qu'à l'époque... Ce qui est un chiffre tout à fait faramineux. Si on compare par exemple au développement à l'indienne, oui. Les résultats ne sont pas aussi étonnants. Oui, tout à fait, mais c'est vrai que moi j'avais beaucoup voyagé dans le pays, y compris dans les zones les plus pauvres, au Yunnan, des villages complètement reculés. Avec des politiques de grands travaux. Avec des politiques de grands travaux et extrêmement rapides et efficaces. Donc effectivement, cela a été apprécié et ça a été une des sources de légitimité du Parti communiste. Et aussi probablement de popularité de Xi Jinping. Et de popularité de Xi Jinping, effectivement, il y a une autre raison, c'est cette lutte contre la corruption, contre les petits dirigeants de province que les Chinois de tout temps haïssent. Ils pensent que l'empereur est bon alors que eux sont mauvais. Et donc dans le peuple, il a effectivement cette popularité. Alice Ekman. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en parallèle à ce développement économique rapide et confirmé ces dernières années, même si on note un ralentissement dû au Covid et à la faillite, à la crise immobilière, on le sait, ce développement a mené à un ajustement de la politique étrangère chinoise, dans ses orientations, mais aussi dans son positionnement international, évidemment. C'est-à-dire que sous Deng Xiaoping, la Chine faisait profil bas. Et attendait son heure, c'est-à-dire les revendications territoriales et maritimes existaient, mais elles n'étaient pas revendiquées avec autant de force. Et aux Nations Unies, quand la Chine a intégré et accédé en 1971, progressivement, elle a observé, elle a regardé ce qu'il faisait, mais elle ne défendait pas ses positions telles qu'elle le fait aujourd'hui. Elle n'avait pas les capacités pour les défendre. Aujourd'hui, la Chine, c'est le premier réseau diplomatique au monde, si l'on compte le nombre d'ambassades et de consulats devant les États-Unis et la France. C'est le deuxième budget de défense au monde. C'est une diplomatie qui souhaite tenir tête aux forces occidentales hostiles en général et qui a renforcé sa politique de sanctions. Donc on n'est plus du tout dans la même approche. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a noté une professionnalisation du corps diplomatique chinois, c'est-à-dire qu'ils ont intégré les techniques de négociation, de communication pratiquées par d'autres diplomaties. Mais aujourd'hui, que la Chine arrive à ce statut de deuxième puissance économique mondiale consolidée, reviennent dans la pratique diplomatique des éléments du maoïsme, c'est-à-dire la diplomatie dit des loups combattants ou loups guerriers, une certaine communication qui traite par exemple le Canada de chien courant des États-Unis, une volonté de contre-attaquer sur les blogs et les sites internet des ambassades de Chine dans différents pays pour critiquer le pays hôte. Et cela ne va pas s'arrêter du tout parce que la Chine mène une politique étrangère que l'on pourrait qualifier de double, c'est-à-dire tenir tête aux pays et aux institutions critiques et en parallèle continuer à séduire et à développer des partenariats avec les pays du Sud notamment, que la Chine considère comme des partenaires naturels et traditionnels, un peu dans le prolongement de l'approche de la conférence de Bandung dans les années 55. Donc il s'agit de recentrer sur effectivement la pureté idéologique, mais quand même Sylvie Bermann, alors vous êtes ambassadrice, donc peut-être que vous allez avoir des paroles policées à ce sujet, mais lorsque Xi Jinping mène une guerre contre la corruption, il flétrit le matérialisme comme le fait Vladimir Poutine, mais tous les deux sont dans des situations personnelles qui sont plutôt florissantes et qui pourraient attester pour leur entourage ou pour eux-mêmes d'une certaine dose de corruption, non ?
Oui, mais c'est pas. Je crois que c'est pas tellement le sujet. En fait, c'est le matérialisme, mais c'est aussi surtout Pourquoi ça n'est pas le sujet? l'individualisme. Bon, il y a de la corruption. Bon, en Russie, on le sait, mais c'est endémique et c'est pas le problème Non, mais en au réalité. profit personnel de Vladimir Oui, Poutine pour et de Xi Xi Jinping Jinping, pour sa famille, en tout cas. oui, mais ça a toujours été un peu le problème en Chine. C'était jamais les dirigeants eux-mêmes, c'était plutôt leur famille. Donc C'est pour ça que là-dessus, j'insiste sur le fait que c'est plutôt la oui. famille qui est Mais enrichie. je pense qu'il vise surtout la liberté individuelle et toutes ces notions de libéralisme. Je crois que l'un et l'autre, c'est plus à ça qu'ils s'attaquent que au véritable matérialisme, parce que les Chinois sont essentiellement matérialistes. Et quand on parle de... là, bon, c'est le retour à l'idéologie, mais en réalité, la ligne chinoise, d'ailleurs même répétée par Xi Jinping, c'est le socialisme de marché aux couleurs de la Chine. C'est un oxymore parfait. Ça permet à toutes les époques d'avoir une politique complètement différente. Et lorsque l'on voit ça, justement, Alice Ekman, on se dit qu'il y a des priorités. Alors, ces priorités, elles ont été pendant très longtemps dans l'immobilier, d'où l'éclatement de la bulle immobilière aujourd'hui. Il y a la nécessité, en tout cas, de créer un marché intérieur, puisque si ce marché intérieur n'est pas aussi important que prévu, la Chine, qui profite malgré tout d'une économie exportatrice, va avoir des difficultés. Oui, elle a des difficultés depuis plus de 10 ans. Elle essaye de restructurer son modèle de croissance pour être moins dépendante des exportations et davantage soutenue par la consommation intérieure. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de sanctions et de contre-sanctions. Et donc, la Chine fait tout pour être moins dépendante des marchés américains et aussi à terme européens. Et cela va prendre du temps parce qu'elle reste une puissance exportatrice. Mais en attendant, la Chine investit massivement en recherche et développement, notamment pour essayer de produire elle-même des composants que jusqu'à présent elle importait. Alors elle est encore loin de ce rattrapage, notamment dans le domaine des semi-conducteurs, et elle va encore avoir du mal, alors que l'on voit qu'il y a quelques jours, les États-Unis ont renforcé le contrôle de leur exportation de ces produits. Mais réellement, on entre aujourd'hui dans une fermeture partielle du marché chinois, qui va avoir des conséquences encore davantage sur la croissance, mais qui va se prolonger pour des raisons pas uniquement géostratégiques, mais encore une fois aussi politiques et idéologiques. C'est-à-dire que la Chine est prête à payer le coût de certaines décisions politiques, et le commerce n'adoucit pas les mœurs. Et ça, c'est très important à prendre en compte, mais vraiment, parce que souvent l'hypothèse qui était de dire la Chine ne peut pas continuer à se fermer, la Chine ne peut pas maintenir sa position, par exemple, sur le Xinjiang, alors que l'Union européenne considère que c'est un problème, qu'il y a eu des sanctions et contre-sanctions sur ce sujet-là, et cela a mis, entre parenthèses, ça a gelé l'accord sur les investissements Chine-UE, qui était aussi d'importance pour la Chine, mais au final, rien n'a changé sur ce sujet. Et on a de nombreux autres dossiers qui amènent à dire que même lorsque les partenariats économiques sont importants, la Chine peut prendre des décisions politiques qui les remettent en cause. Sylvie Berman, pendant très longtemps, l'un des signes du pouvoir chinois vers l'extérieur, c'était les routes de la soie. Où en est-on dans ce projet ? Alors c'est un projet qui se poursuit, même si la Chine dispose de fonds moins importants, donc il y a un certain ralentissement. Il y a aussi un endettement des pays, donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles la Chine est beaucoup plus prudente. Mais les routes de la soie, au départ, l'idée c'était aussi de vendre les surplus de la Chine, mais c'est aussi un facteur d'influence. Parce que ce sont des pays qui votent pour la Chine aux Nations Unies, qui élisent des candidats chinois à la tête des agences des Nations Unies, parce que tout à l'heure, Alice Ekman disait qu'au départ, elle était plutôt observatrice. Et moi, j'ai connu cette période-là, puisque j'ai servi également à New York, et l'ambassadeur de Chine n'intervenait que quand on parlait de Taïwan, où on parlait des droits de l'homme pour renvoyer les choses à Genève. Mais évidemment, maintenant, elle a des intérêts
apparaît absolument partout. Et effectivement, ces pays le lui rendent bien sur le plan politique. Et en ce qui concerne le Xinjiang, ce qui est intéressant, c'est que, y compris l'organisation de la conférence islamique, refuse de critiquer la politique chinoise au Xinjiang, et y compris la Turquie, qui pourtant accueille un certain nombre de Ouïghours sur son terrain. Il y a même eu un accord d'extradition. Donc, sur le plan diplomatique, elle joue assez bien dans ces pays-là. Oui, un mot de conclusion, Alice Ekman, peut-être là-dessus, sur le fait que, bien entendu, les droits de l'homme sont aujourd'hui bafoués en Chine, notamment pour les minorités, et que cela, malheureusement, risque de ne pas cesser du tout. Ah non, ça ne risque de pas cesser du tout. Et la Chine va être encore plus active aux Nations Unies et dans d'autres enceintes multilatérales pour essayer de redéfinir la notion des droits de l'homme à son avantage, c'est-à-dire mettre entre parenthèses une définition universaliste et défendre une définition plus relativiste qui vise à dire que les premiers des droits de l'homme, c'est le droit à la prospérité et que chaque pays peut défendre sa propre définition des droits de l'homme. Ça paraît théorique et conceptuel, mais ça a des conséquences dans la bataille des récits, mais aussi dans une formation de groupes de pays qui ne s'opposent pas uniquement sur leur position, mais sur le langage qu'ils utilisent et les définitions qu'ils adoptent. Merci beaucoup Alice Ekman. Dernier vol pour Pékin, essai sur la dissociation des mondes. C'est le livre que vous allez publier le 16 novembre prochain aux éditions de l'Observatoire. Sylvie Bermann, Madame l'ambassadeur de Pékin à Moscou, une vie de diplomate. C'est aux éditions Talendier. Il est 8h44 sur France Culture. Dans quelques instants, on se retrouve. C'est la suite des matins avec le point sur l'actualité.